Et en ce mercredi 30 octobre, J-6 avant l'élection américaine, la nuit américaine à l'issue de laquelle on attend le nom du vainqueur des 4-5 heures heure française si tout se passe bien, mais beaucoup plus tard si c'est très serré. John Plassard, vous êtes avec nous par visioconférence depuis Mirabeau à Genève. La peur du vide, c'est finalement ce dont ont peur aussi nos marchés, la peur de ne pas avoir la réponse. Égalité, report de voix, c'est un cas de figure probable. À combien vous l'estimez finalement ? Bonjour. Écoutez, on peut estimer ici à une probabilité de 20 à 25% que le vainqueur ne soit pas donné le jour J, c'est-à-dire dans la nuit du 5 au 6, parce que on est dans un cas où il y a un recomptage des voix, ou dans un cas, que ce soit démocrate ou républicain, ou dans un cas extrêmement rare, mais qui est déjà arrivé, où on est à égalité. Alors, ça paraît absolument fou, mais vous savez que pour gagner l'élection présidentielle américaine, vous avez l'un des deux candidats qui doit obtenir une majorité absolue des grands électeurs, soit 270. Oui, mais c'est un nombre impair de grands électeurs, il ne peut pas y avoir d'égalité. 538, Aude, et 538, vous pouvez avoir deux vainqueurs de 269 grands électeurs, et c'est déjà arrivé. C'est arrivé en 1800. Là, vous allez me dire, il y a longtemps, et que on peut pas se baser sur cet exemple, mais on est dans une situation où vous avez aucun candidat qui peut obtenir la majorité des voix électorales, et vous avez la nouvelle Chambre des représentants, dans ce cas précis, qui prêtera serment le 3 janvier, qui choisira le président, et le Sénat qui choisira le vice-président. Évidemment, on ose imaginer que ce ne sera pas le cas, mais vous avez l'autre cas beaucoup plus probable qui est arrivé il y a 4 ans, où il y a un recomptage des voix et on ne peut pas déclarer de vainqueur. Oui, alors dans le premier cas, vous le dites, ce ne sera pas avant début janvier. Le recomptage des voix, le recours, c'est finalement quand même assez probable si Donald Trump perd, ou en tout cas n'arrive pas à gagner un des États qu'il pense avoir acquis. Oui, tout à fait. Mais vous savez que alors, on se souvient de plusieurs cas récents, mais il y a un cas sur lequel reviennent les historiens, c'est le cas de 1876. Alors, vous allez me dire, c'était pas hier, loin, mais oui. vous aviez un scrutin qui était extrêmement difficile à déterminer. Vous aviez le républicain qui s'appelait Hayes face à Tilden qui était démocrate. Vous aviez Tilden d'un côté qui avait obtenu la majorité des voix populaires, mais il lui manquait des voix électorales pour remporter la présidentielle. Et donc, on était dans un cas qui pourrait être actuel, où vous aviez de nombreux États clés, les fameux swing states, où vous aviez eu des contestations. Et en fait, pourquoi je vous parle de ce cas précis ? Parce qu'il était, on en a fait un compromis qui s'appelle le compromis de 1877, avec un accord informel qui se fait si on n'arrive pas à trouver un vainqueur entre démocrates et républicains. En l'occurrence, ce serait en janvier prochain. Et plus récemment, il y a une autre référence, c'était Al Gore contre W. Bush. Alors rafraîchissez-nous un peu la mémoire, John, ça s'est passé comment, et aussi comment avaient réagi les marchés, c'est ce qui nous intéresse aussi. Exactement. Alors c'était en l'an 2000, vous l'avez dit, Al Gore contre George W. Bush. C'était une longue histoire, notamment de recomptage des voix en Floride. Et la Floride, à l'époque, était un bastion républicain, comme aujourd'hui d'ailleurs. Et vous aviez dû attendre le 12 décembre, donc les élections le 5 novembre, mais vous aviez dû attendre le 12 décembre, donc plus d'un mois après, pour que vous ayez la Cour suprême des États-Unis qui renverse la décision de la Cour suprême de Floride dans dans le cas entre les deux. Donc ça mettait fin au recomptage des voix, et vous aviez une décision qui avait été prise par 5 voix contre 4. Donc vous voyez, c'était extrêmement serré. Et le 13 décembre, vous aviez Al Gore
qui avait admis que George W. Bush avait remporté l'élection. Donc c'était une gabegie totale. Le S&P 500 avait baissé de 12% entre le jour de l'élection, donc le 6 novembre, et le creux de marché le 20 décembre. Et donc on était dans une situation où, bien évidemment, personne n'était prêt à cette situation précise. Vous avez parlé de cas historiques en 1876, dont tout le monde avait bien évidemment oublié. Personne n'était préparé dans ce drame électoral, et y compris à toutes les batailles judiciaires, juridiques et l'intervention de la Cour suprême. Donc on a vu là que rien que pour le S&P 500, on peut parler plus en détail de ce qui s'était passé, mais rien que pour le S&P 500, ça avait été un choc puisqu'il avait baissé de plus de 10%. Oui, c'est énorme, effectivement, si on s'y attend pas. Qu'est-ce qui est différent cette fois? Vous l'avez dit quand même, Al Gore avait fini par reconnaître cette défaite. Là, ça pourrait être différent dans le cas où c'est Donald Trump qui est derrière. Exactement. Alors, on se souvient, tout le monde se souvient de ce qui s'est passé au Capitole en janvier 2021. 6 janvier 2021. Et donc, on se souvient, tout le monde a cette référence en tête. En l'occurrence, les marchés n'avaient pas vraiment baissé il y a 3 ans de cela maintenant, mais tout le monde se focalise sur, évidemment, le recours possible de Donald Trump et des républicains. Mais on pourrait aussi arriver dans un autre cas dont personne ne parle, et ça pourrait être la surprise, où la semaine prochaine, Donald Trump est annoncé vainqueur, mais les démocrates, eux, ne reconnaissent pas la victoire de Donald Trump, et dans certains États, et notamment les États clés, les swing states, eh bien, demandent un recomptage des voix. Et je dirais que ce serait peut-être le cas qui aurait un impact plus négatif sur les marchés parce que personne ne s'y attend. Mais oui, justement, c'est vrai que les marchés anticipent pour le moment une victoire de Donald Trump. On le voit sur plusieurs actifs, le 10 ans américain, les taux obligataires, le bitcoin, l'or, et puis même les indices américains, le Russell 2000, les plus petites capitalisations comme quand même les grands indices. Qu'est-ce qui peut se passer si justement c'est plutôt les démocrates qui cherchent à retarder l'issue d'un vainqueur? Alors, si on se réfère au dernier, donc à 2000 par exemple, même, et on avait vu que dans ce cas-là, c'était un recomptage des voix qui était, je dirais, bipartisan, parce que tout le monde il n'y avait personne qui était d'accord. Eh bien, on avait vu l'or qui avait progressé, qui progresse déjà, qui anticipe d'une certaine manière ce qui pourrait arriver. Vous aviez les utilities, vous avez la consommation de base, donc plutôt ce qui était défensif, qui avait bien fonctionné ou moins mal fonctionné que le dollar, les crypto-monnaies, donc maintenant et pas en 2000 bien évidemment, et puis les valeurs financières qui, elles, souffriraient énormément. Donc ça, ce serait le cas de figure sur le court terme où on aurait ce type d'actifs qui sous-performerait ou surperformerait celles qui sous-performent le plus. Et en revanche, comment on fait pour se protéger de cette situation en attendant la semaine prochaine? Écoutez, je pense que c'est déjà en train de se faire, Aude, parce que si on regarde ce qui est en train de se passer, on voit que l'or a atteint un niveau record, et en même temps, vous avez le Nasdaq qui a atteint un niveau record. Alors normalement, on sait que l'or ne fonctionne pas, enfin ne progresse pas ou ne baisse pas en même temps que ce type d'actif dit risqué, mais là c'est le cas. Et on a l'impression vraiment que cette protection, ce hedge comme on dit en anglais, eh bien c'est déjà l'or. Alors vous pouvez vous protéger aussi en achetant d'une certaine manière de la volatilité, parce que normalement, eh bien évidemment, s'il y a un recomptage des voix, la volatilité qui n'a pas réellement bougé dernièrement va monter très fortement. Donc ça, c'est les moyens les plus simples, entre guillemets, de se protéger contre un recomptage des voix. Et il faut rappeler ici une chose qui est importante, c'est que vraiment, lorsque vous regardez, quel que soit le sondage, eh bien, on dit que c'est ou Trump qui est nettement en avance ou Kamala Harris qui est en avance dans certains États clés, mais vous n'avez personne aujourd'hui
qui parlent de recomptage des voix, et c'est peut-être le scénario, alors je vais pas aller jusqu'à dire le signe noir, parce qu'on est en train d'en parler, donc c'est pas un signe noir, mais c'est peut-être le scénario où effectivement on pourrait voir les marchés les bouger le plus possible, évidemment sur le court terme, parce qu'on rappelle quand même qu'en 2000, bon, on était dans une situation différente, on était à l'aube de la bulle Internet ou de la baisse de la bulle Internet. Eh bien, vous savez que sur le moyen terme, eh bien, toutes les baisses, en tout cas celles qu'on a connues par le passé, étaient bonnes à investir. Donc, si le marché devait consolider beaucoup plus qu'attendu, eh bien, ce serait une bonne opportunité de revenir dans les marchés. Une dernière question, John, parce qu'on parle beaucoup de recomptage de voix, mais qu'est-ce qui se passe exactement en cas de fraude? Parce qu'on sait que c'est une menace. Enfin, Donald Trump commence déjà à parler beaucoup de fraude dans certains États. Même vous pouvez voir ce matin sur Twitter, c'était Elon Musk qui avait retweeté comme quoi il y aurait, du côté de New York, pour le vote anticipé, on ne vérifiait pas l'identité des électeurs. En cas de fraude, ça se passe comment? Ben, écoutez, vous avez l'intervention de la Cour suprême américaine qui, elle, décide. Et on sait que la Cour suprême est à majorité républicaine, alors ce qui ne veut rien dire, hein, mais ça a déjà un poids de plus. Mais donc on aurait une intervention immédiate de la Cour suprême qui devrait justifier d'une certaine manière une fraude évidente ou non, parce que c'est que c'est très compliqué à déterminer s'il y a une fraude réelle ou si c'est un problème avec une machine où vous allez voter, etc. On a eu le cas par le passé, mais on irait directement vers les hautes instances qui prendraient du temps, cependant, à trouver une décision. Et après, finalement, début janvier, oui. Exactement. Donc, on est vraiment dans cette situation où le pire, ce serait qu'on n'ait pas de président sur le prochain mois, voire sur janvier. Là, évidemment, les marchés baisseraient fortement avec une surperformance à nouveau de l'or, par exemple. Oui, évidemment, c'est pas ce qu'il faut souhaiter, mais il faut s'y préparer. Quand on est investi en bourse, il faut se préparer à tout aussi et être bien informé. Merci beaucoup, en tout cas, John Plassard, de nous avoir expliqué tout ça, les spécificités de l'élection côté américain. Merci à vous. Merci, belle journée.